Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Enzo Fasquelle, bonjour. Bonjour. Tu es chargé de mission au Nigeria pour l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, et nous allons parler avec toi du Nigeria. Tu avais publié dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès il y a quelques semaines, enfin avant le scrutin présidentiel du 25 février, si je ne m'abuse. Donc tu avais publié sur le site de la Fondation une note pour présenter les enjeux et les principaux candidats à ce scrutin. Le candidat de l'ACP, le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, Bola Tinubu, donc, est sorti vainqueur du scrutin. Donc, première question, ce sera un peu de bénéficier de ton analyse de ce scrutin, le résultat des autres principaux candidats, le taux de participation, enfin le contexte, etc., et de savoir où en est la contestation qui avait suivi l'annonce du résultat. Oui, donc Bola Ahmed Tinubu, qui était le favori, qui était le candidat du parti au pouvoir, a remporté l'élection. Donc au premier tour, il n'y a pas eu de second tour, mais c'est très rare qu'il y ait de second tour au Nigeria. C'est une personnalité politique majeure du Nigeria depuis vraiment plusieurs décennies maintenant. Il a été gouverneur de Lagos. C'est lui qui est aussi à l'origine de la création de l'APC, ce parti, en 2013, qui est en fait la fusion entre des partis politiques du Nord et du Sud pour essayer de faire une véritable machine électorale, et c'est le parti qui a réussi avec l'élection de Buhari en 2015 d'avoir la première alternance démocratique depuis 1999. Donc Tinubu, c'est c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qu'on a qualifié de faiseur de roi, et il avait annoncé il y a déjà quelques années que c'était à son tour, que c'était lui qui allait se présenter. Pour autant, c'est pas une très très bonne nouvelle pour la démocratie au Nigeria. Déjà parce qu'au niveau de l'homme, il est connu pour des faits de corruption dans les années 90. C'est quelqu'un qui est aussi également plutôt âgé. Il y a Jeune Afrique qui a révélé qu'il était encore en France il y a quelques semaines à l'hôpital américain de Neuilly pour se faire soigner. Voilà, les observateurs le qualifient assez de plutôt une personnalité brutale. Il est climato-sceptique, donc bon, c'est pas forcément le candidat le président du XXIe siècle. Et ensuite, au niveau des conditions de son élection, il y a eu beaucoup de corruption, là encore, d'intimidation, d'achat de voix, parfois même contre de la nourriture, parce que c'était à une époque où il y avait plus de devises en circulation. Ils ont essayé de changer les devises, mais il y a eu quelques problèmes. Peut-être on en parlera plus tard. Et donc, les gens, parfois, échangeaient des voix contre des cartons de nourriture ou des sacs de riz. Et donc, il y a hier même Chimamanda Ngozi Adichie, qui est sans doute l'écrivaine nigériane la plus connue, voire une des personnalités nigérianes les plus connues, qui a fait une tribune en s'adressant à Joe Biden en disant vous avez félicité Tinubu pour son élection, alors que c'est une élection qui a été volée, qui a eu beaucoup de problèmes. Donc on voit que c'est quelque chose qui est pas encore tout à fait digéré chez les Nigérians. Notamment parce qu'il y a eu aussi une abstention massive. Là, je regardais les chiffres. En 2003, il y avait 69% de participation. En 2023, il y a 27% de participation. Ce qui fait qu'au final, Tinubu il a été élu avec un peu moins de 9 millions de voix. C'est à peu près ce qu'avait Emmanuel Macron au premier tour en 2022, pour une population de 68 millions pour la France contre presque 220 pour le Niger. Donc ça montre qu'il y a vraiment pas grand monde qui est allé voter. Bon, c'est à la fois une dynamique globale, on voit partout dans le monde, il y a de moins en moins de gens il y a de plus en plus d'abstention à tous les niveaux. C'est aussi dans le contexte africain, déjà, je crois que vous avez publié un livre justement sur ça, sur la fatigue du vote, plus le contexte nigérian du moment qui faisait que il n'y avait pas, encore une fois, de devises, il y avait des pénuries d'essence qui rendaient difficile d'aller voter. Après, juste quelques mots donc sur les candidats d'effet. Donc il y a celui qui a fini finalement second, c'était Atiku Abubakar. Il a été vice-président il y a ça 25 ans. C'était, je crois, sa sixième ou sa septième candidature. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il a faisait cette candidature sur ses propres deniers, sur ses deniers personnels, tellement il avait fatigué tout le monde à force de se présenter. Il a fait un score assez honorable. Il a fini second. Il a remporté les États qu'il était censé remporter, donc plutôt le nord du pays, mais ça n'a pas suffi. Et ensuite, qui a fini troisième, donc c'était Peter Obi. Effectivement, j'avais écrit une note pour la Fondation Jean Jaurès sur lui. Alors, rapidement, c'est un ancien banquier, un ancien homme d'affaires qui s'est lancé dans la politique, qui a changé à plusieurs reprises de parti politique et qui, juste avant l'élection, était encore dans le parti d'Atiku Abubakar.
le PDP, et il sentait que de toute façon, Atiku Abubakar étant inamovible, il n'aurait pas la possibilité de se présenter. Il a quitté ce parti pour rejoindre le Parti travailliste, donc le Labour Party, qui était un parti qui avait avant lui 0,01% des voix, donc vraiment pas grand-chose. Et là, il a réussi à propulser ce parti à la 3e place. Vraiment, les gens ont moins voté pour le parti que pour lui. Il a quand même réussi à avoir 2 belles victoires, vu qu'il a remporté Lagos, donc capitale économique, et Abuja, qui était la capitale politique. Donc ça montre qu'il y a à la fois une sorte de... Enfin, les classes moyennes, les jeunes et une partie des élites qui lui ont fait confiance et qui voulaient de lui comme président. Et c'est aussi le cas de Chimamanda, encore une fois, Ngozi Adichie, qui a, dans sa lettre à Biden, rappelé que ce Peter Obi était même dans certains sondages en tête et qu'elle avait appelé à voter pour lui. Au niveau de la contestation, pour finir, finalement, effectivement, tous les Atiku comme Peter Obi ont déposé des recours devant la Cour suprême. Comme c'est fait quasiment à chaque élection, il y a très peu de chances que cela amène à quoi que ce soit. Il y a eu le chef observateur de la mission de l'Union européenne qui a également fait des déclarations en disant que certaines parties des élections étaient problématiques. Mais encore une fois, ça s'arrêtera là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de contestations à venir. Il faudra juste rester encore une fois vigilant, puisque c'est jusqu'au 29 mai que le mandat de Buhari se termine. Il y a une période de transition, et à partir du 29 mai, Tinubu entrera au pouvoir. Merci Enzo, tu as rapidement évoqué Buhari, peut-être que dans la troisième et dernière question, qui sera plus sur le plan économique, on pourra peut-être parler du bilan des 2 mandats de Muhammadu Buhari. Pour rester sur le plan politique, le 18 mars dernier, les Nigérians élisaient également leur gouverneur. Le Nigeria est un État fédéral, donc remporté apparemment aussi par l'APC, non pas la CP, l'APC. Peux-tu nous parler des résultats des autres, enfin de l'APC, mais aussi des travaillistes ou du PDP, et des conclusions à tirer de ce scrutin à dimension plus locale? Oui, finalement, c'est des élections locales avec des dynamiques assez différentes. Il y a une grosse prime au sortant. Donc, sur 11 gouverneurs qui se représentaient, 9 ont été réélus. Et il y avait de toute façon, et c'est assez étrange, beaucoup de candidats qui déclaraient dans tous les cas qu'ils allaient soutenir Tinubu, le président élu. Par exemple, moi, je suis à l'université d'Ibadan, donc c'est dans un État qui s'appelle Oyo State. Et donc les 2 candidats, celui de l'APC, donc le parti de Tinubu, et celui du principal opposant PDP, les 2 avaient annoncé qu'ils, dans tous les cas, ils soutiendraient le président élu. Et finalement, celui qui a remporté l'élection, qui était le sortant, qui était du parti d'opposition, a maintenu sa vision des choses, donc il va soutenir Tinubu. Donc il y avait un peu moins d'enjeux, il y a aussi eu très peu de participation, et en discutant avec certaines personnes, il y a l'idée quand même qui ressort que les gens étaient un peu las en fait de cette période électorale, et un peu dépités, désolés, et au lieu de faire de cette élection une forme de revanche, étaient un peu dans l'idée que donnons une majorité à l'APC pour que le pays se débloque, puisque pour que dans leur quotidien les choses changent, l'argent revienne, l'essence se débloque, etc. Donc les gens ont l'idée qu'une fois que l'élection sera passée, les choses auront leur normal. Juste peut-être deux remarques sur cette élection. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle s'est plutôt bien déroulée. Encore l'élection présidentielle, au niveau des systèmes informatiques, il y avait eu beaucoup de problèmes, beaucoup de retard. Là, ça n'a pas été le cas. 18 à dépouiller, contre seulement 10% pour l'élection présidentielle. Donc ça pose la question de pourquoi, en fait, pourquoi cette fois-ci ça a bien marché, alors que la fois d'avant ça n'avait pas marché. Donc ça pose donc la question de l'intentionnalité de ces échecs. Est-ce que c'est volontaire pour l'élection présidentielle que c'est pris autant de temps? Est-ce que c'est laissé aux différents intervenants la possibilité de modifier les scores, ou est-ce que vraiment c'était une sorte d'incompétence? Je sais pas, mais effectivement cette fois-ci ça a plutôt bien marché. Et ensuite la deuxième leçon après cette élection, c'est l'échec total du Labour Party, donc le parti de Peter Obi, qui a eu obtenu aucun siège, des scores vraiment très faibles partout. Donc ça explique qu'il n'y avait aucune implantation locale de ce parti, ce qui aussi permet de mieux comprendre pourquoi Peter Obi
a parfois eu des scores un peu décevants dans certains États. Et aussi, ça montre que la plupart des personnes qui ont voté pour Peter Obi, donc encore une fois, des classes moyennes, une partie de l'élite, soutenaient Peter Obi en tant que personne, en tant que personnage, et pas forcément la plateforme qu'il représentait, le Labour Party. Donc, ça peut laisser imaginer que soit le Labour Party va se renforcer, soit Peter Obi va peut-être chercher une autre dynamique et soit créer son propre parti, soit se rejoindre un parti plus solide. Merci Enzo. Justement, après avoir donc là parlé du contexte politique, peux-tu nous dire un peu quelques mots sur la situation économique et sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Nigeria, et aussi peut-être quelques mots sur le bilan économique, notamment des 2 mandats de Muhammadu Buhari, qui a été donc 8 ans à la tête de l'État. Oui, alors au niveau économique, le pays est face à plusieurs enjeux. Le premier, peut-être le principal, ou en tout cas celui au quotidien, c'est l'inflation. Il y a plus de 20% d'inflation, ce qui fait que les produits de première nécessité, etc., la nourriture notamment, les prix ont beaucoup augmenté, donc le coût de la vie très important, ce qui fait qu'il y avait déjà beaucoup de gens en difficulté. Il y avait près de la moitié du pays qui vivait sous le seuil de pauvreté, donc cette situation s'est encore dégradée et aggravée, ce qui explique aussi peut-être en partie une forme de l'apathie électorale. Et ensuite, au niveau des individus, il y a eu le changement de devise qui a eu lieu, qui était programmé à la fin de l'année, début de cette année. Donc l'idée, on ne sait plus exactement trop pourquoi, en partie pour éviter justement la corruption, pour rentrer dans une sorte de modernité. Il y a eu l'idée de changer les billets. Et ce changement de billets, il a pris beaucoup de retard, ce qui a fait qu'il y a un moment, les gens avaient rendu leurs anciens billets, mais n'avaient pas encore récupéré de nouveaux, ce qui faisait qu'il y avait des moments où on était soit obligé de racheter des anciens billets plus chers que ce qui valait vraiment, soit de payer tout via transfert ou par carte, ce qui est compliqué puisque dans tout le Nigeria, tout le monde n'a pas de smartphone pour faire des transferts ou tout le monde n'a pas de carte, donc ça a mis les gens dans des situations difficiles. Et finalement, la durée de validité des anciens billets a été à plusieurs reprises prolongée. Maintenant, elle est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc ça a fait beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts pour finalement pas grand-chose. Mais ça aussi, ça a beaucoup impacté, je pense, la participation aux élections, puisque si vous n'avez pas de petit billet pour vous déplacer, c'est compliqué de vous rendre, ne serait-ce qu'à votre bureau de vote, en réalité. Et enfin, peut-être au niveau plus macroéconomique, le Nigeria a toujours quasiment le même problème depuis plusieurs années, c'est sa dépendance à sa production d'hydrocarbures. C'est ce qui compte pour la majeure partie de son PIB, ça, plus les remittances, donc l'argent renvoyé par sa diaspora. Donc c'est quasiment ces 2 principales sources de revenus. Donc il y a un besoin de passer d'une économie de consommation à une économie de production. C'était le programme en grande partie de Peter Obi, d'essayer de trouver de nouveaux relais de croissance. On a beaucoup parlé de Nollywood d'un point de vue culturel, cette forme de cinéma nigérian, mais économiquement, ça reste quand même très, très limité. Donc, je pense que ça sera le prochain challenge des présidents nigérians, c'est de diversifier leurs sources de revenus ou même de mieux profiter des ressources du pétrole, puisque en réalité, j'en parlerai juste après, il y a beaucoup de vandalisme, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pétrole qui est perdu en réalité et donc des revenus qui en sont impactés. Et ça me fait une transition pour vous parler des questions de sécurité au Nigeria. On considère en général qu'il y a 5 conflits ouverts au Nigeria. Donc, il y a les sécessionnistes pro-Biafra dans le sud, donc c'est une sorte de reliquat de la guerre du Biafra dans le sud-est. Il y a des conflits liés donc au pipeline de pétrole, de vol de pétrole, plutôt dans tout le sud. Au nord-est, vous avez toujours Boko Haram ou l'État islamique ISWAP. Et au nord-ouest, vous avez ce qu'on appelle ici les bandits. Donc en fait, c'est la forme de criminalité, c'est des vols de kidnapping en zone rurale. Et enfin, au centre du pays, et c'est le conflit dont on parle le moins, c'est les conflits fonciers, peut-être entre agriculteurs et pasteurs. Donc il faudra faire attention aux termes employés, mais c'est par rapport à la gestion de la terre et la gestion de l'eau, etc. Donc en fait, quand vous regardez la carte du Quai d'Orsay du Nigeria, c'est simple, quasiment tout est soit rouge, soit orange fluo. Il y a que à Lagos et une
toute petite route que vous avez le droit d'emprunter, sinon le reste est tout fortement déconseillé. Et moi, il se trouve que je travaille plus exactement sur une base de données, sur un observatoire qui compte les morts violentes dans le pays. Donc j'ai quelques statistiques, alors c'est un peu macabre, mais au moins on sait de quoi on parle. En 2022, il y avait 15 000 morts au Nigeria. Donc ça peut paraître beaucoup, mais 15 000 morts violentes, pardon, 15 000 morts violentes. Mais en 2014-2015, donc au moment où il y avait beaucoup d'attentats terroristes, on était plutôt autour de 20 000 morts par an. Donc finalement, c'est une forme de baisse de la mortalité, même si depuis 2007, ça continue d'augmenter. Et quand on regarde en détail d'où viennent ces morts, en fait, on voit qu'il y a un shift, il y a un passage où avant la majorité des morts venaient du terrorisme et des attentats de Boko Haram, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est la criminalité qui a pris le dessus. Donc, c'est des kidnappings, c'est des meurtres, c'est des vols qui se passent mal. Et c'est ça qui explique aujourd'hui la principale, enfin, les principales morts dans le pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui pas en rigolent, mais pour montrer à quel point c'est rentré dans la vie des gens. J'ai un ami qui parlait de son frère qui voulait acheter une Mercedes, une belle voiture. Et la première réaction des collègues, c'est de lui dire, OK, mais est-ce qu'elle va être par balle, sa Mercedes? Et la deuxième réaction, c'est OK, bah, s'il achète une Mercedes, qui prépare déjà sa rançon pour le jour où il va se faire kidnapper. Donc c'est pour vous dire, il y a vraiment les gens sont devenus presque parano là-dessus sur la question de la criminalité et c'est vrai que à Abuja par exemple, c'est les accidents de la route qui sont une des causes les plus importantes de mortalité. À Lagos, c'est la criminalité, mais la part du terrorisme est quand même décroissante. Donc après ça, est-ce qu'on peut au succès de Muhammadu Buhari? C'est difficile puisque lui, il a été élu en 2017 avec vraiment deux promesses qui étaient que c'était un militaire, quelqu'un d'honnête, qu'il allait pas s'enrichir à des fins personnelles et qu'il allait mettre fin à Boko Haram. Bon, Boko Haram, ou sous ces différentes appellations, non factions, continuent quand même de prospérer dans le nord. Il y a eu des nouvelles formes de violence qui se sont développées. Et au niveau économique, en réalité, même la part du pétrole dans les ressources globales du Nigeria a baissé. Donc c'est quand même un bilan assez contrasté et sachant que le candidat, enfin le nouveau président Tinubu, voilà, se présente quand même dans la continuité de Buhari. Je suis pas sûr que ça soit très encourageant pour les années à venir. Le seul point positif, c'est que on reste quand même dans un pays avec une jeunesse qui est très nombreuse, très motivée, très engagée. Il y a beaucoup seulement la candidature de Peter Obi a vraiment réveillé une nouvelle forme de mobilisation qu'on avait connue en 2020 quand il y a eu des mobilisations contre les violences policières. Là, c'est un peu réactivé cette mobilisation. À l'université d'Ibadan où je suis, Peter Obi a remporté tous les bureaux de vote, mais avec des scores improbables, avec 15 fois plus de voix que les autres candidats. Donc il y a, je pense, quand même une volonté de la jeunesse et qui peut avoir trouvé des porte-paroles avec la diaspora, avec justement cette lettre de Chimamanda Ngozi Adichie, qui montre tout de même qu'il y a une part de la population qui compte pas se laisser faire. Donc il faudra surveiller avec attention comment se déroule le mandat de Tinubu, surtout avec justement sa question de santé. On sait que Buhari lui-même était déjà malade et on lui a reproché d'avoir passé presque plus de temps à Londres pour se faire soigner qu'à Abuja. Je ne sais pas si ça sera la même situation avec Tinubu, mais c'est quelque chose à surveiller. Juste avant de clore notre échange, quel est le calendrier politique et notamment électoral là il y a eu la présidentielle et les élections des gouverneurs. Là, de mémoire, je pense qu'il y a vraiment juste la passation, donc le 29 mai. Et ensuite, comme les élections présidentielles sont couplées avec les élections du Parlement, il n'y aura pas d'élection avant un moment encore. Enfin, si je me trompe, peut-être il y a des élections municipales qui arriveront, mais de toute façon, c'est la présidentielle qui donne un peu le là pour la suite. Ça laisse, moi, je pense, un mandat, disons, pour Peter Obi, pour qu'il se prépare, qui voit aussi, c'est vrai qu'il y a une des questions qui a été soulevée, c'est la question de la diaspora, qui aujourd'hui au Nigeria, donc, contribue assez largement économiquement avec l'argent qui est renvoyé, mais qui n'a pas le droit de vote.
Et puisqu'il faut venir au Nigeria, ou alors il faut qu'ils se déplacent, qu'ils rentrent au Nigeria, mais on ne peut pas voter depuis l'extérieur. Et je sais qu'au Sénégal, il y avait eu une situation assez similaire où on s'était dit qu'il fallait maintenant donner le droit de vote à la diaspora, et ça avait eu un impact assez fort sur l'élection suivante. Et là, effectivement, je pense pas que ce soit dans l'intérêt de Tinubu que la diaspora puisse voter, mais si cette question évolue, ça peut aussi donner une nouvelle image à Obi et peut-être lui laisser plus de chance pour changer les choses à l'avenir. Très bien. Enzo Fasquelle, merci beaucoup pour ces éclairages et on aura l'occasion de refaire d'ici peu un point sur le Nigeria. Merci beaucoup. Toutes les conférences et entretiens de la Fondation Jean Jaurès sont à retrouver en podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne YouTube. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.